Salut Internet. Aujourd'hui on s'équipe d'une lance, d'une épée, d'une cuirasse, d'un bouclier, d'un AK-47, de ce que vous voulez finalement, tant que vous êtes prêts à rejoindre les rangs de guerriers, d'unités armées, de combattants légendaires de toute époque et du monde entier. Et si vous voulez aller plus loin, prouver votre génie militaire, vous pouvez télécharger Conflict of Nations qui sponsorise notre vidéo et dont je vous reparle dans un petit instant. C'est parti. Robert Ménard. Quoi? Non, j'ai dû mélanger mes notes, c'est pas possible. Quoi? Mais c'est une visite, il y a un problème là. Robert Ménard, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est une vidéo sur les guerriers légendaires. Il a capturé Barbe Noire, mais qu'est-ce que... Je suis dans quel univers là en fait? Ah, pardon, autant... Non, Robert Maynard. Autant pour moi, non, j'ai eu peur, je me demandais, non, rien à voir. Robert Maynard, c'est le type qui a fait une masterclass pour choper Barbe Noire. Les versions varient, mais dans toutes, il piège le célèbre pirate en lui faisant croire qu'il est en infériorité numérique alors que le reste de ses soldats sont planqués en embuscade. Un petit génie, Robert Maynard. Un samouraï noir au Japon, en plein milieu du XVIe siècle, ça paraît incroyable, et pourtant c'est l'histoire hallucinante de Yasuke. Et je suis content parce que c'est une histoire qui commence à être connue de plus en plus. Il serait né au Mozambique, parmi le peuple Makua, avant d'être vendu à un prêtre en partance pour le Japon. Arrivé à Kyoto, il est repéré par le seigneur Oda Nobunaga. Le gars, faut le comprendre, hein, c'est la première fois qu'il voit un Africain, alors tout naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait donner un bain. Pour voir si c'est bien sa couleur naturelle. Les gars, on est au XVIIe siècle, d'accord? Après, c'est surtout sa force et sa taille qui l'impressionnent et qui le poussent à racheter l'homme et à en faire un samouraï. En Amérique centrale, à la même période, au XVIe siècle, croiser un jaguar pouvait signifier deux choses pour les conquistadors, et dans les deux cas, ça sentait pas bon. Soit ils venaient de croiser l'animal le plus féroce de la jungle, soit ils étaient face à un guerrier jaguar aztèque, hyper badass, recouvert de fourrure de félin, terrifiant le mec. On sait pas grand chose sur eux, à part que c'était des combattants d'élite, qu'ils étaient probablement nobles à la base, et que pour pouvoir rejoindre cet ordre, ils devaient capturer des ennemis, puis les sacrifier. Début 1942, il faisait pas très bon d'être du côté américain. Pearl Harbor venait de se faire dézinguer le 7 décembre 41 et la flotte japonaise dominait le Pacifique. Enfin, ça c'était avant qu'entre en jeu notre guerrier. J'ai nommé l'amiral Chester William Nimitz, aka le mec qui a renversé le cours de la guerre dans le Pacifique. Commandant en chef de la flotte du Pacifique à l'époque, il s'est notamment servi des infos récoltées par les renseignements pour tendre une embuscade aux Japonais lors de la bataille de Midway en juin 1942. Pour la faire très courte, parce qu'il y a beaucoup d'événements, il a laissé les Japonais attaquer l'atoll de Midway, persuadés qu'ils allaient reprendre l'île sans problème. Sauf que Nimitz, il avait planqué une partie de la flotte américaine en embuscade, prête à attaquer. Les Américains, ils ont juste attendu que les avions japonais se ravitaillent sur leur navire après leur premier assaut sur Midway pour, bam, leur tomber dessus. Typiquement le genre de génie stratégique que j'adore étudier et que je vais pouvoir surtout appliquer pour nous sauver de la Troisième Guerre mondiale qui vient de commencer. Non, pardon, rassurez-vous, déjà parce que je suis aux commandes, hein, et parce que évidemment je ne vous parle que du jeu Conflict of Nations qui est le partenaire de cette vidéo. C'est incroyable parce que je peux tester plein de stratégies historiques ou en inventer de nouvelles sans jamais que les parties se ressemblent. Mais ouais, une partie peut avoir jusqu'à 128 vrais joueurs en temps réel qui s'affrontent parfois sur plusieurs semaines. Tout ça pour finir comme ça. De quoi mettre à rude épreuve mes campagnes militaires. Et c'est vraiment ce côté simulation de vrais conflits mondiaux que j'adore. Le fait d'incarner un pays existant et de mener des campagnes pas uniquement militaires, hein, mais aussi économiques. D'employer de nombreux engins, appareils, unités, de lancer des conquêtes ou des alliances. Parce qu'évidemment, comme dans toutes les guerres, tu peux copiner un petit peu, tu peux faire des petites alliances. Hop là, tiens, regardez par exemple, je suis la France et je fais partie de l'Alliance Verte avec l'Allemagne, l'Italie, l'Algérie. Et je suis en train de perdre l'Algérie. Non mais, non les gars. Oh là 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 là. Sachez aussi que vous pouvez vraiment jouer partout. Commencer sur votre PC, puis finir la même partie dans le bus, sur votre mobile. Franchement, allez-y. En plus, c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre, à part des troupes et un pays, comme moi. Et surtout, si vous passez par mon lien en description, vous obtenez 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. Mais attention, perdez pas de temps, l'offre n'est valable que 30 jours. Perso, je mets la Troisième Guerre mondiale en pause, hein, le temps de tourner cette vidéo, mais dès que j'ai fini, j'ai une petite invasion des États-Unis à mener là.
Les Mamelouks, c'était pas des soldats comme les autres. C'était des gamins enlevés dès l'enfance, convertis à l'islam, souvent de force, puis formés pour devenir des soldats d'élite. Une fois adultes, ils étaient affranchis, ils étaient libres, et ils servaient les souverains arabes du Moyen-Âge. Non, vraiment, on est loin du simple soldat avec les Mamelouks. Pour tout dire, certains d'entre eux atteignaient même de très hautes fonctions. Vers 1250, les Mamelouks du Caire font un coup d'État et forment le sultanat mamelouk d'Égypte qui va durer 250 ans. À la fin du 19e siècle, un corps est déterré sur l'île de Björkö, en Suède. Au vu des attributs qui l'accompagnent, bon, les archéologues n'ont pas de doute, il s'agit d'un guerrier viking, sauf qu'ils ont fait une petite erreur. Ce n'est pas un guerrier, c'est une guerrière! Depuis qu'on sait ça, quelques spécialistes restent prudents, arguant que rien ne prouve qu'elle ait vraiment été une combattante. Moi j'y crois. L'une des erreurs de l'empire de Néron à l'époque, ne pas avoir pris la reine celte Boudica au sérieux entre 60 et 61. Après avoir été humiliée par les Romains suite à la mort de son mari, Boudica a mené une rébellion sanglante, détruisant plusieurs villes, dont Londres, pour venger son peuple. Sa révolte fut si intense que le gouverneur romain dut fuir, tout simplement. Bien que la rébellion ait été rapidement écrasée et que Boudica soit morte dans des circonstances inconnues, elle est aujourd'hui considérée comme la première héroïne britannique. Et puisqu'on est dans le coin, prenons le drapeau anglais. Dessus, il y a la croix de Saint-Georges. Mais est-ce que vous savez qui est Saint-Georges? C'est le saint patron des chevaliers, alors qu'il n'a lui-même jamais été chevalier. Il est même pas du Moyen-Âge, le gars. Il vient de l'Antiquité et serait devenu un martyr après avoir été persécuté pour sa foi chrétienne vers 303. Il apparaît ensuite dans les légendes médiévales comme celui qui terrassa le dragon et rendit sa liberté au peuple opprimé par le monstre, faisant de lui un idéal chevaleresque. Cette histoire me fume toujours. Hiro Onoda, un soldat japonais, a continué à se battre sur l'île philippine de Lubang jusqu'en 1974, refusant de croire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il pensait que les tentatives pour le convaincre, c'était de la propagande américaine. Ce n'est que lorsqu'un ancien commandant est venu en personne qu'il a finalement accepté de rentrer au Japon. Genghis Khan, le fondateur de l'empire mongol, est connu pour ses vastes conquêtes. Mais ça, il l'a évidemment pas accompli seul. Il a pu compter notamment sur ses lieutenants, ceux qu'on appelle ses 4 chiens féroces. Jebé, Djelm, Subotai et Rubilai. Ces hommes, choisis pour leur talent et non pour leur origine sociale, ont remporté de nombreuses victoires pour lui. Cette approche basée sur le mérite a joué un rôle clé dans la consolidation de son pouvoir. En 1894, la France coloniale met fin à une unité militaire légendaire du royaume du Dahomey, les Agodjiés. Ce groupe, né au XVIIIe siècle, est devenu redoutable et a presque atteint un statut sacré dans la société. Et pour cause, ces femmes étaient surentraînées, formées à n'avoir aucune pitié et devaient rester célibataires et chastes sous peine de mort. En gros, leur vie entière était dédiée au combat. Pas étonnant qu'elles aient inspiré les guerrières du Wakanda, et tellement elles étaient badass. Mais faut pas oublier aussi qu'elles sont un petit peu controversées à cause de leur rôle dans le commerce des esclaves. C'est pas tout rose quoi. Ça, c'est le badge des Sea Bees, littéralement des abeilles des mers. Une unité américaine dont le surnom est un jeu de mots avec les lettres CB, CB, pour Construction Battalion. Cette unité d'élite spécialisée dans la construction a été créée après l'attaque sur Pearl Harbor en 1941, qui a souligné à quel point avoir une unité de construction pour les infrastructures, qui soit mobilisable rapidement, était primordial. Elle a joué un rôle capital dans la stratégie du saut d'île face aux Japonais, en pérennisant l'installation américaine avec des constructions rapides et résistantes. Des soldats d'élite ingénieurs, j'adore. En 1445, Charles VII profite d'une petite accalmie en pleine guerre de 100 ans pour faire un bon remue-ménage dans ses armées. Son objectif est simple, fini les galères avec l'Ost, ce service militaire que les vassaux doivent au roi, mais qui ne dure que 40 jours. C'est bien trop court 40 jours en temps de guerre, et ça oblige le roi à recourir à des mercenaires, qui eux, pour des raisons de comportement, bon c'était souvent la fête du slip les mercenaires, Alors, il a créé les compagnies d'ordonnance, les toutes premières unités militaires permanentes et professionnelles à dispo du roi de France. Pas de mercenaires, juste des pros à plein temps. Hannibal, c'est le type qui avait tellement la haine contre Rome qu'il a rien trouvé de mieux que de traverser les Alpes avec une armée composée entre autres d'éléphants de guerre.
Bon, on le connaît tous, Hannibal, donc je suis allé chercher une info que vous n'aviez sûrement pas sur lui. Il a perdu un œil alors qu'il traversait l'Italie. Ce qui fait qu'Hannibal était borgne. Si vous avez vu la série Vikings, vous avez sûrement remarqué les Berserkers. Ces guerriers terrifiants, réputés invincibles, qui se laissent, grâce à la transe, totalement habités par l'esprit d'un animal, le plus souvent d'un ours. Pour devenir berserker, rien de plus simple, il fallait tuer l'animal totem, ou du moins symboliquement, avant de boire son sang pour que son esprit entre en soi. Avec eux, on oscille beaucoup entre la réalité, la légende, la croyance, mais beaucoup d'écrits, notamment romains, font bien état de ces guerriers. Ah, un combo de religieux combattants, les chevaliers teutoniques. De base, c'était juste un ordre religieux qui soignait les pèlerins, mais en 1198, pour on ne sait quelle raison, ils décident que c'est à eux maintenant de protéger les pèlerins en contexte hostile, et ils se transforment en un ordre militaire, prêt à imposer le christianisme. Tu te convertis ou je te pète la gueule. Leur puissance était telle qu'ils ont même fondé un état teutonique. Je vous en avais parlé sur la vidéo des pays disparus. Et dans le même genre, il y a les Niang, des moines guerriers du Pendjab de la communauté sikh. Si en 1699, leur ordre chevaleresque boute les envahisseurs moghols d'Inde, de nos jours, ils œuvrent pour défendre la religion et la culture sikh en se déplaçant partout en Inde, en répandant leur message de paix universelle. Ils sont notamment connus pour leurs énormes turbans, dont la longueur des tissus peuvent parfois atteindre plusieurs centaines de mètres, les gars. Ils sont aussi connus pour leurs armes et leur pratique des arts martiaux. Pendant des siècles, c'était la grosse baston entre forces musulmanes et chrétiennes sur le territoire actuel de l'Espagne. Au milieu de ça, un chevalier s'est particulièrement illustré, Rodrigo Díaz de Vivar. Il a d'abord servi le roi de Castille, mais après avoir été exilé par ce dernier, il est allé se battre comme mercenaire, y compris pour des seigneurs musulmans. Ses ennemis d'avant. Oh, le retournement de veste incroyable. Ces seigneurs l'ont surnommé le Cid pour ses talents militaires. Il finira par conquérir et gouverner la taïfa de Valence, devenant ainsi l'un des mercenaires les plus célèbres d'Espagne. Il y a encore des statues de lui là-bas. Les Gourkhas, c'est un peu les super-héros du Népal, connus pour leur courage légendaire. Les Britanniques se sont battus contre eux au début du 19e siècle et ont tellement flippé devant leur bravoure qu'ils ont décidé de les recruter dans leur armée. Depuis, ces guerriers népalais ont servi dans l'armée britannique et indienne et ils ont fait trembler plus d'un ennemi. Après l'indépendance de l'Inde en 1947, les Gourkhas ont été répartis entre les deux armées, mais depuis 1994, il y a une brigade entière de Gourkhas qui est recrutée directement au Népal et qui bosse avec les Britanniques. C'est un peu leur légion étrangère à eux, mais que avec des Gourkhas. Et parmi eux, un guerrier ultime, le plus célèbre de tous les Gourkhas, Diprasad Pun, qui est devenu un héros en 2010. Basé en Afghanistan, il s'est retrouvé seul face à une trentaine de talibans, mais le gars n'a rien lâché. Il a tiré plus de 400 balles, lancé 17 grenades, une mine, et il a même fini par se battre avec le trépied de sa mitrailleuse quand il avait plus de munitions. Grâce à son courage, il a sauvé sa propre vie et celle de ses camarades, et pour ça, il a reçu l'une des plus hautes distinctions militaires britanniques. La garde suisse, c'est l'une des unités militaires les plus stylées au monde, il n'y a aucun débat. Depuis 1506, ces soldats protègent le pape au Vatican. Ce qui les distingue, bon, c'est pas seulement leur armure, leur hallebarde ultra classe, mais aussi leur engagement total. Faut vraiment se mettre ça dans la tête. Ils sont triés sur le volet, il y en a même pas 150 en permanence. Ils sont recrutés exclusivement en Suisse, ils doivent être catholiques, très disciplinés et prêts à tout pour défendre le pape. Même si ça a l'air un peu old school avec leur uniforme coloré, la garde suisse est très sérieuse et reste un symbole fort de fidélité et de protection. Vous avez sûrement déjà tous vu ça, le haka. Eh bien, celui-ci précisément est dérivé de celui d'un chef de guerre mythique chez les Maoris, Te Rauparaha. Il est connu pour avoir conquis, et grâce au mousquet, une grande partie de la Nouvelle-Zélande dans les années 1820 et 1830. Rollon, c'est le viking qui est parvenu à devenir franc.
Aux alentours des années 900, il mène avec ses hommes de nombreux raids violents sur la Seine et finit par s'installer dans la région de Rouen. En 911, Charles III, roi des Francs, réalise que lutter contre Rollon, ce sera un petit peu compliqué. Alors il lui propose un marché, un territoire autour de Rouen en échange de la paix et de son baptême. C'est le traité de Saint-Clair-sur-Epte qui marque la fondation de Normandie, la terre des Nordmann, et le début de la prestigieuse lignée des ducs de Normandie. La formation des Spartiates, c'était vraiment pas du gâteau, c'est pas pour rien qu'on a une expression qui dit « Oh, ça c'est vraiment spartiate hein ». Dès l'âge de 7 ans, les gamins étaient arrachés à leur foyer pour être transformés en machines de guerre. Dans cette société antique, perdre, ça n'existe pas, d'accord? Tu ne peux pas perdre. Parmi les multiples étapes de la formation, il y en a une qui est encore plus hardcore que les autres, la cryptie. En gros, les jeunes Spartiates les plus prometteurs étaient lâchés dans la nature, sans aide, sans rien, sans personne, pendant 1 an. Leur mission, survivre déjà, mais en restant invisibles, voler pour se nourrir et prouver leur valeur en tuant des ilotes, les esclaves des Spartiates. Si vous avez vu Jude Law dans Stalingrad, vous connaissez Vassili Zaïtsev, le sniper soviétique ultra badass. Et c'est vrai, il a été un tireur d'élite redoutable, avec plus de 200 ennemis à son actif. Mais attention, la propagande russe a grandement amplifié sa légende, notamment avec des histoires comme le duel là, avec le fameux Koenig, un sniper allemand qui n'a probablement jamais existé. Voilà, Zaïtsev, c'était un vrai héros, mais pas forcément aussi mythique qu'on le raconte. Les Lansquenets, c'était des mercenaires germaniques qui ont fait des ravages en Europe entre le 15e et le 17e siècle. Connus pour leur uniforme très coloré et pour leur brutalité, ils se battaient pour n'importe quelle armée qui pouvait les payer, tout simplement. Vraiment de bons gros mercenaires redoutés qui faisaient pas dans la dentelle et que tu préférais avoir dans ton camp plutôt qu'en face. Un guerrier capable de vous mettre doublement KO. KO. Ouais, la blague marche pas parce que la prononciation ressemble plus à Cao Cao. En tout cas, c'est un stratège chinois redoutable. Après avoir réprimé la rébellion des Turbans Jaunes pour le compte des Han, il devient l'un des seigneurs de guerre les plus puissants du 2e et 3e siècle. Avec ses stratégies militaires, il met KO ses rivaux et pose les bases du futur état de Cao Wei. Napoléon ne partait jamais en guerre sans sa garde impériale, créée en 1804. Pour y entrer, il fallait avoir de l'expérience militaire, des compétences intellectuelles, comme savoir lire et être grand. Au moins 1m73. D'ailleurs, Napoléon lui-même n'aurait certainement pas pu y entrer à cause de ça. Grâce à cette sélection rigoureuse et à une formation de haut niveau, la garde impériale était une arme redoutable, capable de sauver des situations presque désespérées et renverser le cours d'une bataille, comme à Eylau. Tenez-vous bien, les Amazones ne seraient pas qu'une légende. Des restes en Azerbaïdjan datant de 4000 ans révèlent des femmes guerrières avec des doigts déformés, indiquant une pratique du tir à l'arc. Des sépultures similaires ont été trouvées en Russie, suggérant que les Amazones seraient des Scythes ayant vécu au 4e siècle avant notre ère. Les dragons royaux écossais, une des unités militaires d'élite du Royaume-Uni, vénèrent Nicolas II, le dernier tsar de Russie, comme leur ange gardien presque. Pourquoi? En 1894, lors de ses fiançailles, la reine Victoria lui offre le titre honorifique de colonel en chef du régiment des dragons, titre qu'il a accepté. Depuis sa mort, le régiment est convaincu que le tsar veille sur eux. 542, c'est le nombre d'ennemis qu'aurait abattu le sniper finlandais Timo Heiha pendant la guerre d'hiver contre les soviétiques. Il était tellement craint que l'armée rouge l'a appelé la mort blanche. Une de ses astuces, parmi tant d'autres, mettre de la neige dans sa bouche pour que sa respiration ne le trahisse pas. Si je devais choisir une grande guerrière, je dirais Dia, qui a vécu au 7e siècle. Déjà parce qu'elle est la première femme à monter sur le trône des Amazighs, des Berbères si vous préférez, et à les unir, nomades comme sédentaires. Mais surtout parce que cette femme, qu'on connaît plus par son surnom, Kaena, devineresse en arabe, était une très grande leader politique et stratège militaire, qui a repoussé les envahisseurs romains et omeyyades en utilisant notamment la tactique de la terre brûlée. Le 13 août 1536, au bord du Rio Ulua, dans l'actuel Honduras, d'un côté les conquistadors espagnols, de l'autre les Mayas. Alors que le combat fait rage entre les deux camps, Gonzalo Guerrero meurt d'un tir d'arbalète du camp ennemi des Espagnols, ses anciens compatriotes.
Mais alors comment il s'est retrouvé avec les Mayas? L'histoire est folle, vraiment. Il a fait naufrage, s'est fait capturer, est devenu esclave, a réussi à intégrer la société Maya en épousant une femme et en lui faisant 3 enfants. Il s'est même tellement intégré qu'il est devenu un chef de guerre, luttant contre l'invasion des conquistadors. Et donc forcément, en même temps, il est devenu un traître à abattre pour les Espagnols. Les Dog Soldiers sont sûrement les guerriers les plus connus chez les Cheyennes, une nation native américaine. Reconnaissables à leur coiffe faite de plumes de corbeau ou de corneilles, ils se sont illustrés en résistant aux Occidentaux au 19e siècle et en refusant de signer des traités qui limiteraient leurs terres. Ils ont mené de nombreuses batailles, mais ont presque tous été tués lors de la bataille de Summit Springs. Et puis, en creusant un petit peu sur les Cheyennes, j'ai découvert un truc surprenant. Pendant leur lutte pour l'indépendance, ils se sont retrouvés à se battre contre les éclaireurs Pawnees, un autre peuple natif. C'est un peu bizarre, non? Mais en fait, pas tant que ça. Les Pawnees avaient une vieille rancune contre les Cheyennes et ont sauté sur l'occasion pour régler leur compte en s'alliant avec le gouvernement américain. Les éclaireurs Pawnees avaient des talents exceptionnels en reconnaissance, en surveillance et en combat. Les Égyptiens antiques utilisaient des chars pour combattre. Et non, évidemment pas de chars d'assaut modernes. Moi je parle des véhicules légers avec un conducteur et un archer tiré par un cheval. Grâce à ça, l'archer devenait hyper mobile en fait, il avait même pas besoin de s'occuper de son cheval. Il devenait beaucoup plus efficace au combat. Ces soldats faisaient partie d'une unité spéciale du pharaon, la charrerie. Cette technique aurait été importée en Égypte avec l'arrivée des Hyksos, des chefs étrangers qui ont pris le pouvoir entre 1800 et 1500 avant notre ère. Les hussards, ces cavaliers d'élite d'origine hongroise, doivent probablement leur nom au mot hussar, 20e en hongrois. En fait, au 15e siècle, lorsque cette cavalerie légère a été formée pour contrer la menace turque, le roi a ordonné dans son décret la levée d'1 homme sur 20 pour constituer cette armée. D'où le nom. La ZEE Special Unit, c'est une division militaire de la Seconde Guerre mondiale composée de volontaires de plusieurs pays différents, tous basés en Australie et spécialisés dans le sabotage, la reconnaissance, l'infiltration. C'est des mecs de l'ombre. Une de leurs missions les plus badass, l'opération Jaywick. Ils ont rejoint Singapour depuis l'Australie, déguisés en pêcheurs. Sur place, ils ont sorti des petits canoës et sont allés placer des mines sous les navires japonais avant de se barrer, ni vu ni connu, avec un magnifique feu d'artifice dans le dos. Ça j'en sais rien, mais je trouve ça stylé si c'était un film. À partir du 16 juin 1826, le sultan ottoman Mahmoud II fait feu sur son armée d'élite, les janissaires, un corps militaire vieux de près de 500 ans. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il les jugeait devenus trop influents politiquement et socialement. Et il avait pas tort. Au XVIIe siècle, ils ont assassiné un vizir qui leur convenait pas. Donc bon, faut pas forcément leur faire confiance. Mais en tout cas, cette attaque qui a éliminé une grande partie des janissaires a marqué la fin d'une époque. Comme les Mamelouks que j'ai évoqués tout à l'heure, les janissaires étaient à l'origine une armée permanente composée d'enfants chrétiens enlevés, convertis à l'islam, puis formés à l'art de la guerre, au mousquet et au sabre. Les Zoulous, un peuple d'Afrique du Sud, doivent leur renommée à un guerrier de légende, le roi Shaka, au 19e siècle. Ce mec a complètement révolutionné la façon de combattre de son peuple. Fini les lances classiques, il les remplace par des saguets, il améliore leurs boucliers, il introduit des tactiques de formation en tête de buffle. Et ça les rendait bien plus performants au combat rapproché. Grâce à son leadership, il a conquis un territoire immense de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Bon, on oublie Braveheart 5 minutes, qui est au passage un film incroyable, pour parler du vrai William Wallace, le héros de la résistance écossaise. Chevalier, bon, il prend logiquement les armes au XIIIe siècle pour défendre l'Écosse contre l'invasion de l'Angleterre par Édouard Ier. Voilà, il le fait pas juste par vengeance personnelle comme dans le film. Il devient le leader incontesté de la résistance, remportant des victoires comme celle du pont de Stirling. Mais qui dit chef, dit cible numéro 1 pour les Anglais. Résultat, il est capturé, exécuté par torture en 1305 et ses membres sont dispersés à travers le pays pour faire passer un petit message, voilà. Cette fin atroce l'a élevé au rang de martyr pour la cause indépendantiste. Et c'est pas le seul dont les membres ont été dispersés pour servir d'exemple. Il y a eu de l'autre côté de l'Atlantique, Tupac.
Non, pas celui-là, Tupac Amaru II, au XVIIIe siècle, même si le nom du premier est en hommage au second. Comme Wallace, il a mené une rébellion contre l'occupant, sauf que dans son cas, c'était contre les colons espagnols. Tupac Amaru II, un noble inca et espagnol, en a eu ras-le-bol des douanes, des taxes et plus généralement de l'occupation espagnole. Dans les années 1780, il appelle donc toute l'Amérique à se soulever. Bon, malheureusement, les autorités le défont et le capturent, puis les cartels. Très similaire à ce bon Wallace. Les Mélophores étaient la force d'élite de l'armée du premier empire perse, qui a existé entre le 6e et le 4e siècle avant notre ère. Je peux vous dire, ça ne rigolait pas. Déjà, ils formaient la garde personnelle des rois perses, mais ils se sont aussi battus contre les Grecs et surtout contre Alexandre le Grand. La petite particularité à leur sujet, c'est qu'ils étaient toujours 10 000. Ni plus ni moins. À chaque fois qu'un des membres ne pouvait plus assurer son poste, généralement pour cause de décès, on le remplaçait immédiatement. Si bien qu'ils ont été surnommés les Immortels. Et ça claque beaucoup plus les Immortels que leur nom de base, les Mélophores, qui étymologiquement veut dire porteur de pommes. Lui, c'est Ilya Starinov, le crack soviétique du sabotage qui a vraiment fait suer un certain leader allemand. Un de ses coups les plus brillants a eu lieu à Kharkov, en Ukraine. Starinov avait parié que les Allemands installeraient leur quartier général dans la maison la plus luxueuse de la ville. Il y a donc placé une mine factice, bien visible, et une autre, bien explosive cette fois-ci, cachée au sous-sol. Les Allemands ont découvert et désamorcé la mine factice, pensant être en sécurité, jusqu'à ce que dans la nuit, Starinov déclenche à distance la vraie mine via un signal radio. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et ce n'est qu'un exemple parmi les nombreuses opérations où il s'est illustré dans plusieurs conflits majeurs du XXe siècle. Il est aussi connu pour être le grand-père des services secrets russes. Les Spetsnaz. Non, attendez, ça c'est le logo de Batman, là. Bon, ok. Spetsnaz, c'est les forces spéciales des renseignements, d'abord soviétiques puis russes, qui ont hérité des techniques de sabotage et de guerre non conventionnelles de Starinov. Elles sont réputées pour leur formation ultra sélective, seuls 2 candidats sur 10 réussissent, et leur efficacité redoutable dans des opérations de sabotage, d'attaques ciblées, d'assassinats. Enfin bref, Starinov a laissé une empreinte durable sur ces forces redoutables du XXe siècle. Pour les Français, la bataille de Waterloo est une énorme défaite. C'est une honte presque. Mais pour le camp adverse, c'est évidemment tout l'inverse. Le Britannique Arthur Wellesley, premier duc de Wellington, est et restera celui qui a vaincu Napoléon Bonaparte. Rien que ça devient un guerrier légendaire, évidemment. Alors attention, il n'était pas tout seul, bien sûr. On n'oublie pas l'armée prussienne du maréchal Blucher, qui a beaucoup aidé. Richard Ier n'a pas volé son surnom de cœur de lion. Ce mec était un vrai guerrier, indomptable, qui a donné du fil à retordre à bien des ennemis, dont Saladin pendant la 3e croisade. On va en reparler de Saladin à un moment. Sur le chemin vers Jaffa et à la bataille d'Arsouf, Richard évite tous les pièges tendus par ses ennemis, tous. Les flèches qui pleuvent pour disperser ses troupes. Il garde la formation serrée mais avance. Saladin qui simule une fuite pour les faire charger. Richard ne se laisse pas avoir, évidemment. Il garde ses hommes soudés et prêts à frapper. Un stratège redoutable et un adversaire à ne surtout pas sous-estimer. Au IIIe siècle, l'armée romaine comptait, selon l'historien Jan Boeck, jusqu'à 350 000 hommes. Parmi eux, les légionnaires, les plus connus, étaient triés sur le volet. Imaginez, sur 200 à 300 candidats, seuls 5 étaient recrutés. Et c'était pas juste une question de muscles, il fallait aussi maîtriser le latin par exemple. Une vraie sélection de l'élite où seuls les meilleurs entraient dans les rangs. Pendant la Première Guerre mondiale, un nom régnait en maître dans le ciel. Le Baron Rouge, de son vrai nom Manfred von Richthofen. Ce pilote de chasse allemand a abattu environ 80 avions grâce à une audace incroyable. Regardez sur quoi il volait, franchement. Et d'habitude, les avions étaient normalement camouflés, hein. Mais non, lui, il a fait peindre le sien en rouge pétant pour attirer l'attention, pendant que son escadron attaqué par surprise. Et ça s'arrête pas là. Après chaque victoire, il se posait à côté de l'avion abattu pour récupérer l'immatriculation et l'ajouter à son tableau de chasse. Un vrai showman du ciel. Mais il n'aurait jamais atteint ce niveau sans l'aide de son mentor, Oswald Bölke,
Un as de l'aviation avec 40 victoires à son actif quand même. Moins connu chez nous, Bölke est pourtant un héros de la Première Guerre mondiale en Allemagne. C'est lui qui a révolutionné l'armée de l'air là-bas, en créant le Diktat Bölke, un ensemble de 8 règles pour dominer en combat aérien. Parmi elles, toujours avoir le soleil dans le dos, pour que ça soit ton adversaire qui soit ébloui, ne tirer qu'à courte distance et ne jamais fuir quand l'ennemi plonge vers vous, non, foncez-lui droit dessus. Irkoutsk, Almaty, Oural, et qu'ont-elles en commun ? Eh bien, ces villes ont toutes été fondées par les Cosaques lors de leur campagne et conquêtes militaires. Les Cosaques, c'est cette caste militaire d'Eurasie qui déchirait tout sur son passage dès le XVe siècle. À l'origine, ils viennent de peuples quasi nomades, mais ils ont vite été repérés par les tsars de Russie pour devenir leurs hommes de confiance. Du coup, les Cosaques sont devenus des figures incontournables de l'histoire russe, bâtissant des villes tout en étant des guerriers redoutés. Chez les Mongols, il n'y a pas Mulan, mais Kutulun, une princesse du XIIIe siècle, descendante de Gengis Khan, qui est célèbre pour avoir été une des rares femmes à avoir combattu pendant les batailles menées par son père puis son oncle. Célèbre pour sa force en lutte, la légende dit qu'elle ne se marierait que si un prétendant pouvait la battre au combat. Spoiler, ils ont tous fini KO sur le tapis. Si vous assistez au festival Jidai Matsuri à Kyoto, vous verrez défiler Tomoe Gozen, une samouraï du XIIe siècle. Considérée comme une des plus grandes guerrières de son temps, elle domptait les montures les plus fougueuses et maniait l'arc comme personne. Elle a combattu pour le clan Minamoto lors d'un conflit pour le trône impérial. Dans une version de son histoire, alors qu'il n'était plus que 5 face à une trentaine d'ennemis, elle obéit à l'ordre de fuir, mais pas avant une dernière action. Foncer dans le tas et couper la tête du chef ennemi. Moi, c'est ce que j'appelle une badass du Japon féodal. Les Rangers de Rogers, formés en 1755, sont les ancêtres des forces spéciales américaines. Cette milice du New Hampshire a combattu aux côtés des Britanniques pendant la guerre de 7 ans contre les Français et leurs alliés amérindiens. Ces gars-là, habillés en vert pour se fondre dans les forêts, étaient des experts en guérilla, menant des raids violents et des opérations de désinformation. Et encore aujourd'hui, leur technique continue d'inspirer les forces spéciales. Lutter contre les colons américains, c'était la mission de Tecumseh. Ce leader Shawnee a voulu unir les peuples natifs pour défendre leurs terres face aux États-Unis. En 1812, il s'allie aux Britanniques pour combattre les Américains, mais quand les choses se gâtent, les Britanniques se retirent, laissant Tecumseh et ses hommes seuls. Ils se battent alors jusqu'à la fin et Tecumseh tombe héroïquement à la bataille de la rivière Thames en 1813, emportant avec lui son rêve d'unir les nations amérindiennes. La garde varangienne. Ah non mais là on est au cœur du sujet de cette vidéo. Un corps d'élite d'anciens mercenaires scandinaves qui se sont mis au service de l'Empire byzantin à des milliers de kilomètres de chez eux. Ils étaient réputés pour leur loyauté et craints pour leur comportement féroce. Et regarde, ça c'est un graffiti fait par Halfdan, l'un d'entre eux, au 9e siècle dans la basilique Sainte-Sophie à Istanbul. La Cascate, c'est la milice de choc russe. Enfin, sur le papier seulement. Dans ses rangs, des personnalités politiques russes et leurs enfants, soi-disant prêts à en découdre en pilotant des drones de guerre. Sauf qu'ils le font à une distance très dangereuse, 80 km du front, bien à l'abri des tirs ennemis. En gros, leur mobilisation dure 1 mois et consiste surtout à se prendre en photo, histoire de montrer que les politiques participent aussi à l'effort de guerre. Pendant l'Antiquité, si vous aviez le malheur d'être en guerre contre les Parthes, les Scythes ou d'autres peuples d'Eurasie occidentale, vous aviez de grandes chances de vous manger de plein fouet un cataphractaire. Oh là 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 là. Imagine un cavalier qui est, avec son cheval, entièrement cuirassé et protégé de côtes de mailles. Ils étaient utilisés pour littéralement rentrer dans le tas, dans les lignes adverses, comme un char d'assaut. Ils sont considérés comme les ancêtres des chevaliers et des paladins médiévaux. À l'origine, l'ordre du Temple, fondé vers 1120 à Jérusalem, n'était pas là pour amasser des tonnes de fric, mais pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, et donc participer aux croisades. Ces moines soldats étaient redoutables. En 1177, malgré une infériorité numérique, ils repoussent les troupes de Saladin, encore lui, aux côtés des croisés, montrant un grand courage. Bon, 10 ans plus tard, Saladin prend sa revanche et les défonce lors de la bataille de Hattin, mais tranquille.
Tiens, et en parlant de Saladin, là, parce que c'est pas la première fois que je le mentionne, difficile de trouver plus légendaire que Saladin. Il est l'un des plus grands guerriers de l'histoire du Moyen-Orient. Pourquoi, vous allez me demander? Mais les gars, déjà parce qu'il a réussi à reprendre Jérusalem aux croisés en 1187, un exploit qui l'a rendu célèbre dans le monde entier, mais c'est pas juste ses victoires militaires qui font de lui une légende, c'est aussi son sens de l'honneur. Il était respecté même par ses ennemis, qui le considéraient comme un modèle de chevalerie. C'est un boss, Saladin. Pierre Terrail de Bayard était un noble français du XVe siècle, réputé pour être un cavalier hors pair. Pour vous dire, un jour, un Espagnol devait l'affronter en duel, et le gars a tout fait pour que le duel ait lieu à pied et pas à cheval, tellement il craignait Pierre. Bon, il s'est quand même fait éclater, mais il a tenté. Au-delà de ça, Pierre Terrail, c'est le genre de mec qui mène des unités de cavalerie, qui résiste face à l'ennemi, si bien qu'il a acquis une réputation prestigieuse et qu'il s'est fait surnommer le chevalier sans peur et sans reproche. On peut finalement être un guerrier légendaire et avoir une coupe de Playmobil. Et ça, c'est beau. Les Ronin étaient des samouraïs sans maître, souvent condamnés à une vie de déchéance. Mais certains, comme les 47 Ronin, ont marqué l'histoire par leur bravoure et leur loyauté. Après que leur maître ait été forcé de se donner la mort en 1701, ils n'ont pas accepté cette injustice. Pendant 2 ans, ils ont préparé leur vengeance en secret, puis ils ont frappé, tout en sachant qu'ils signaient là leur propre arrêt de mort, un acte de fidélité légendaire. La première unité aérienne du monde est française. La compagnie d'Aérostiers a été créée en 1794. Évidemment, à cette date-là, pas d'avion, mais des aérostats, des ballons gonflés à l'hydrogène et reliés au sol, qui ont permis aux républicains de surveiller directement depuis le champ de bataille les mouvements des troupes monarchistes étrangères et prendre l'avantage stratégique pendant l'affrontement de Fleurus. Le 27 novembre 1918, le général Foch présente à la foule en liesse celui qu'il a appelé le premier soldat de France, Albert Roche. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas volé son surnom. En pleine bataille de Vieil-Armand en 1916, il rampe jusqu'à un nid à mitrailleuse. Il balance des grenades dans le poêle qui chauffait les Allemands. À Sudel, en Alsace, il parvient à défendre seul une tranchée, toujours en 1916, alors qu'il est prisonnier. Il saute sur son geôlier et parvient à mettre en joue 12 gardiens allemands. Et fait 42 prisonniers. Non, c'est un surhomme le type, il porte bien son surnom, vraiment. Impossible de faire une vidéo sur les guerriers légendaires sans parler de Yi Sun-sin, un véritable héros national en Corée. C'est un amiral qui a vécu au XVIe siècle et, je préviens, on peut difficilement rivaliser avec lui. Il a toutes les qualités possibles. Intelligent, novateur, fin stratège. Il a mené plusieurs campagnes, s'est battu contre les invasions japonaises. Bref, c'est vraiment impossible de résumer sa vie en quelques mots, mais pour le dire simplement, il est considéré comme le plus grand général de l'histoire coréenne. Le soldat préféré de César, Marcus Cassius Scaevola, a.k.a. le type qui se serait pris 120 flèches, dont une qui lui a crevé l'œil et qui a quand même survécu. Et malgré le mythe qui entoure son histoire, moi j'aime bien ce personnage, parce que c'est l'archétype du mec qui commence tout en bas et qui grimpe les échelons. D'abord simple légionnaire, il se fait vite remarquer et se retrouve nommé centurion, ce qui est déjà pas mal, puis primus pilus, le boss des centurions, par César lui-même. Sur la colline Witkov, au cœur de Prague, cette statue colossale représente Jan Žižka, chef de guerre hussite et héros national. Jan Žižka est à l'origine du fort de Chariot, une tactique militaire qui lui a permis de tenir tête à ses ennemis pendant des années. Pas mort au combat, mais peut-être de la peste, il aurait demandé que sa peau serve à faire des tambours pour motiver ses troupes. Ah, le tambour en peau pestiférée, je suis pas hyper fan, mon frérot, là. Ah. Vercingétorix. Mais oui, mais bien sûr qu'il est là, Vercingétorix. Avec sa tactique de la terre brûlée, il affame les Romains et réussit à leur infliger une grosse défaite à Gergovie. Malgré tout, ok, César l'emporta à Alésia, mais Vercingétorix reste un symbole de résistance, de ruse guerrière. Un leader capable de fédérer des tribus gauloises et qui s'est battu jusqu'au bout contre, quand même, l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Il n'a pas perdu contre n'importe qui, arrêtez. Rongi Ika. C'était un guerrier maori ultra smart qui a vu l'arrivée des Européens au début des années 1800 et qui a flairé un petit truc. Il s'est mis les Anglais dans la poche et a profité de ces nouveaux liens pour obtenir plus de mousquets, plus d'armes à feu quoi, que les autres peuples, et équiper ses hommes avec. Non mais attendez, c'est un génie. C'est sûrement l'un des premiers des peuples maoris à comprendre l'importance de s'armer avec de la poudre.
Alexandre Souvorov est considéré comme un héros de guerre russe, réputé pour son génie militaire. C'est simple, il n'a jamais connu une seule défaite. Guerre contre l'Empire ottoman, campagne d'Italie, il a tout gagné. Il connaît tellement pas l'échec qu'il a même écrit un livre, La science de la victoire, histoire de flex un petit peu plus. Guo Xintia est un Chinois qui est parvenu, avec ses hommes, à reprendre l'île de Formose, c'est l'actuel Taïwan. Il l'a repris aux Hollandais en moins d'1 an au XVIIe siècle. Concrètement, c'est simple, hein. Il a pris 25 000 hommes. Il a débarqué sur l'île, fait tomber Fort Provincia assez rapidement, puis Fort Zeelandia après un siège de presque 10 mois. Les mousquetaires, c'est le mix parfait entre l'idéal chevaleresque et les forces spéciales. À Valenciennes, en 1677, ils lancent l'assaut sur la ville assiégée et avancent comme de vrais bulldozers, faisant reculer les ennemis et prenant la ville en un temps record. Attila, roi de l'empire des Huns, est le genre de chef de guerre qui n'a pas de temps à perdre. Il faut aller vite, il faut affaiblir l'ennemi, il faut repousser, prendre quelques terres au passage, voilà. Campagne en Europe de l'Est, raid dans les Balkans, invasion express de la Gaule, invasion de l'Italie. Il est celui qui a finalement défié l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Les guerriers Maasai se sont imposés au niveau du Kenya et de la Tanzanie actuelle entre 1500 et 1800. Le but était simple au début, hein, vraiment, avoir des territoires assez importants pour faire paître leurs troupeaux, et pour ça, il fallait récupérer les terres des peuples avoisinants. Et puisque leur société était bien plus militarisée que les autres, hein, on parle de vrais militaires qui vivaient, qui s'entraînaient ensemble, ils ont eu aucun mal à dominer un large territoire. La colonne Nelson, située à Trafalgar Square à Londres, rend hommage à Horatio Nelson, un amiral britannique que l'on retrouve dans plusieurs grands moments de l'histoire, notamment les guerres napoléoniennes. Horatio, c'est simple, il a révolutionné la manière de faire la guerre en mer. Il a contribué à plusieurs très grandes victoires britanniques, sa plus célèbre victoire étant celle de la bataille de Trafalgar. Entre 1545 et 1550, le tsar Ivan le Terrible fonde les Streltsy, la première infanterie permanente de Russie. Ils ont presque pas eu le temps de se former qu'en 1552, ils sont sur le front lors du siège de Kazan et participent pleinement à la victoire russe. Les Streltsy sont pionniers dans l'introduction de techniques de combat modernes en Russie, notamment avec l'utilisation avancée des armes à feu. Bah ouais, je finis la vidéo sur Jeanne. Évidemment, on parle de guerriers légendaires, il faut qu'on mentionne Jeanne d'Arc. En 1429, à seulement 17 ans, elle débarque sur le champ de bataille, galvanise les troupes françaises et met une raclée aux Anglais à Orléans en moins de 10 jours. Et puis elle remet ça à pâté. Certes, elle finit par perdre à Paris et Compiègne, mais avant ça, elle s'est imposée comme une véritable icône militaire, une vraie légende. Messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Posez vos armes, calmez-vous, rangez vos boucliers, sortez des rangs, rentrez au bercail, voilà, reposez-vous, parce qu'une prochaine bataille en PVP vous attend en ligne sur Conflict of Nations. N'oubliez pas non plus le cadeau exclusif en description, disponible pendant 30 jours, et qui vous permet d'obtenir tout de même 13 000 pièces d'or et 1 mois d'abonnement premium. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très vite les gars, pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt, salut Internet.